Bonsoir à tous. Un magasin géré par ses clients, partie prenante dans son fonctionnement, à la caisse, dans les allées, pour le réassortiment, associé au choix des produits, au contact avec les producteurs et même à la gestion des stocks. Tout cela avec l'ambition d'offrir à la fois une nourriture plus saine, à un prix accessible et un revenu correct aux producteurs et en même temps en créant du lien social entre clients, enfin dites plutôt entre coopérateurs. Ça c'est le modèle des supermarchés coopératifs. Ils essaiment ces derniers mois en région bruxelloise. Alors pour qui, pourquoi? On va essayer de répondre à ces questions. Le dernier en date en tout cas, c'est le Pédalo qui vient d'ouvrir à Etterbeek. Benoît Dormal, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes un des cofondateurs, en fait vous faites partie du petit cercle qui a mis sur pied le Pédalo. Ça vient d'où cette idée? Pourquoi à un moment donné vouloir s'approprier le commerce? Comme vous l'avez déjà dit en introduction, pour modifier nos habitudes, pour accéder à des produits de meilleure qualité à un tarif plus intéressant, pour créer du lien, pour favoriser un autre circuit de production. Donc c'est un peu toutes ces petites raisons qui nous poussent ici, chacun autour de la table, à essayer, à proposer une autre offre, une offre alternative aux grandes... la plupart du temps, c'est aux grandes surfaces classiques. Alors il faut dire que pour pouvoir donc acheter dans ces magasins, il faut être coopérateur, donc il faut avoir acheté des parts. Il faut aussi s'engager à travailler quelques heures par mois dans le magasin. Christelle Verhoost, bonsoir. Vous êtes donc vous cofondatrice de Wondercoop, c'est à Anderlecht, c'est un autre magasin coopératif. Vous êtes combien pour faire fonctionner le magasin chez vous? Donc aujourd'hui, on est 361 coopérateurs et coopératrices. Et donc, nous avons également 2 personnes qui sont salariées pour l'équivalent d'un temps plein. Ouais. Et chez vous, vous êtes combien au début? Là, on est au tout début. Au dernier chiffre que moi je connais, 170. Un premier mi-temps a commencé ici au mois de novembre et un deuxième mi-temps arrive début d'année pour lancer tout ça. Alors le modèle, c'est évidemment, au départ c'est new-yorkais, et puis à Bruxelles, il y a eu Biscoop, il y a quelques années déjà. Vous êtes Biscoop, c'est un peu le grand frère des marchés, des supermarchés coopératifs, Geneviève Boxus. On peut dire que chez vous, ça a pris une très grande dimension déjà. Oui, donc nous, on a 1500 personnes qui viennent faire leurs courses, dont 1300 qui font les shifts en magasin. Donc il y a 200 personnes qui ont le droit de faire leurs courses sans faire les shifts parce qu'ils ont des problèmes de santé, ou on a une petite équipe de pensionnés de Biscoop. Donc chez nous, l'âge de la pension est à 80 ans. Et donc on a 1500 personnes et la 9e salariée arrive en janvier. Ouais, et donc là, on peut dire que vous avez un petit peu conseillé Wondercoop, le Pédalo. Il y a aussi Babel Market, c'est ça, à Woluwe-Saint-Pierre. Donc vous êtes un petit peu open source pour tous ces projets qui veulent se lancer. Oui, tout à fait. Comme nous, on s'est inspiré de New York qui nous a beaucoup aidés. Paris a ouvert un an avant nous a aussi beaucoup accompagnés. Nous, on avait vraiment dès le départ l'envie de faire... se développer cette idée, que d'autres personnes se l'approprient, créent d'autres supermarchés coopératifs, et aussi parce que comme ça, on sera plus fort, on pourra peut-être, qui sait, créer une chaîne logistique parallèle où on reprendra le pouvoir. Donc voilà, on est content. Ça, c'est les ambitions. Les ambitions, c'est quand même de grandir, c'est ça en fait. Oui, bien sûr, grandir, mais à chaque fois avec une échelle en soi petite, donc localement, pour avoir beaucoup de projets locaux qui seront au final... unis pour créer une alternative réelle. Ouais. Alors Marie Cudon, bonsoir, vous êtes prof d'économie à l'ULB. On voit, ils essaiment ici en région bruxelloise, il y en a de plus en plus. Est-ce que c'est vraiment un commerce réinventé, ça, pour vous? En tout cas, c'est tout à fait différent. C'est un modèle qui change complètement par rapport à un supermarché traditionnel. Donc, c'est à réinventer en termes d'organisation. Ce qui est intéressant, c'est que ça répond aussi sans doute à ce besoin ou à cette demande de participation à la fois dans le monde de l'entreprise, dans les organisations, et sans doute aussi de cohérence. Quand vous avez commencé l'émission en nous donnant tous les éléments de ce cahier de charges, c'est assez impressionnant. Mais ça répond sans doute à une demande aujourd'hui d'ancrer l'économique aussi avec une finalité sociale et un objectif environnemental. Alors on est allé se balader samedi dans les allées du Pédalo. On est vraiment au premier jour d'ouverture, donc on va dire que le magasin est en rodage. Ouais. Et ben voilà ce que ça donne. Regardez, on pousse la porte du Pédalo. C'est le 2e week-end d'ouverture et les clients défilent dans les allées du Pédalo. À la grande satisfaction de Pierre, ce magasin, il en a rêvé avec quelques autres. Et aujourd'hui,
il savoure ce moment. Une grande joie, vraiment, une grande énergie. On a ouvert le week-end passé, énormément de monde et je pense beaucoup de fierté chez tous les coopérateurs de se dire voilà, le magasin existe, tout ce pourquoi on a travaillé ces dernières semaines est concret. On peut venir faire nos courses ici et préparer un petit plat pour nos familles avec les produits de notre magasin. Parmi les coopérateurs, Alédis, à la caisse aujourd'hui mais enseignante le reste du temps, et Florence, qui dans sa vie professionnelle travaille dans le digital. Ici, c'est super de pouvoir se rencontrer, de se voir après dans la rue et à la boulangerie. Donc ça recrée un peu tous ces liens un peu sociaux au final. Je trouvais l'idée aussi de contribuer en travaillant pour que le projet puisse exister. C'est ça qui m'intéressait aussi. Donc l'aspect, oui, participation, mais active. Des coopérateurs, il y en a près de 200. Et puis il y a Eline, la première salariée engagée à mi-temps, en contact avec les producteurs et incollable sur l'origine de la marchandise. On a une charte produit qui est vraiment précise. Donc par exemple ici on va retrouver que des produits belges. On travaille avec des grossistes mais aussi avec des producteurs en direct. Par exemple ici sur les poireaux, c'est des poireaux qui ont été cueillis hier soir. Donc c'est vraiment super frais et c'est chez un producteur local qui est la Ferme L'Hôte avec qui je collaborais aussi sur d'autres activités. Pour le reste, le magasin est géré par les coopérateurs. Chacun d'entre eux s'engage à donner de son temps, 3 heures par mois. Un nouveau modèle et l'impression d'œuvrer à une transformation de la société. Ça correspond au monde que je voudrais voir demain, avec des plus petites structures qui fonctionnent dans une communauté, dans le plus local et dans l'entraide aussi. Et le fait de travailler pour la coopérative, on travaille pour le projet qu'on défend. Et donc, pour moi, c'est le monde de demain. Et voilà, je voulais y participer. Ben voilà, le monde de demain, en tout cas, ça demande des compétences. Alors Benoît, quand on voit tout ce qu'il y a à faire, gérer des shifts, des stocks, gérer le local, c'est des boulots de professionnels, ça. Comment on fait quand on travaille avec des bénévoles ? C'est la première chose, c'est d'ouvrir, de demander aux gens quelles sont les compétences ils ont en dehors du supermarché. Donc dans les coopérateurs, il y a un nombre incalculable de gens qui ont des compétences en marketing, en digital. Moi par exemple je suis architecte, donc pour la gestion du bâtiment, il y a des gens qui ont déjà eu des commerces. Donc en fait c'est de l'intelligence collective, pour résumer. On s'appuie sur les compétences de tout à chacun, on fait des appels pour quand on a une tâche précise à réaliser. Et bien souvent on trouve une personne qui est compétente pour nous aider et parfois on externalise, pardon, certaines tâches quand c'est vraiment trop pointu et qu'on a besoin d'assistance, mais sinon... Ouais, parce qu'on voit un développement quand même qui est très mesuré, hein. C'est comme ça qu'on fait. Généralement, il y a un labo, on teste à une petite échelle. Parfois, il y a des ventes par Internet. C'est ce que vous avez fait, vous, avec les confinements. Mais pas vous, Christelle. Vous y allez directement, vous vous lancez, quoi. Oui, nous, on s'est lancé directement. Et je dois vraiment appuyer l'aspect d'intelligence collective parce que quand on a démarré avec la vingtaine de personnes qu'on était, on n'avait en effet jamais, en tout cas pour la plupart, certains oui, mais vraiment d'expérience dans la gestion d'un magasin. Et donc, c'est ça qui a été passionnant, c'est qu'on a pu tous ensemble, avec nos compétences respectives, nos motivations aussi, se lancer dans l'aventure. Et nous, on s'est dit, on va directement opter pour le magasin taille réelle qui pourra accueillir les produits qu'on souhaite mettre à disposition. Oui. Alors comme vous êtes les précurseurs et que vous accompagnez encore plusieurs projets, c'est quoi la marche à suivre quand on a rassemblé ces compétences pour que ça fonctionne en fait? Parce qu'on a beau avoir des compétences, parfois ça ne fonctionne pas. Qu'est-ce qui fait qu'on met de l'huile dans les rouages et que tout finit par fonctionner? Il faut d'abord dire qu'on a des clients qui sont vraiment sympas, hein, donc même quand ça ne fonctionne pas parfaitement, on sait pourquoi. Donc beaucoup de compréhension, quoi. Beaucoup de compréhension. Il n'y a pas le bureau des réclamations qui est rempli constamment, quoi. Non, pas du tout. On a plutôt, même quand tous nos bancs contacts sont éteints, on a plutôt de la bonne humeur aux caisses, donc ça c'est sûr, nos clients sont vraiment sympas. Mais ils sont sympas parce qu'ils passent derrière la caisse aussi une fois par mois. Ils sont sympas parce qu'ils savent ce que ça implique. Et donc, en fait, c'est aussi une forme d'information, c'est une forme d'éducation, de dire, en fait, un supermarché, ça fonctionne comme ça. Voilà ce qu'on vise et voilà la réalité. Et c'est comme ça
qu'on apprend tous sur notre façon de consommer et ses conséquences. Ouais. Alors Marie Cudon, quand on voit le projet, ici il y a la volonté de faire ce qu'ils appellent dans leur jargon un one-stop shopping. Ça veut dire qu'on peut tout trouver, ce qui est nécessaire, en tout cas la plus grande partie des choses nécessaires au quotidien. Est-ce que ça peut remplacer une partie du commerce classique, vous pensez, à terme ? Sans doute que l'idée d'avoir un endroit, ça répond à une demande, la difficulté pour le consommateur ou le client d'aller à différents endroits parce que le temps est évidemment limité. Ça peut remplacer en partie, oui. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a une partie de la population qui aujourd'hui peut se fournir principalement ou pratiquement uniquement dans des endroits comme ceci. Tout en n'oubliant pas qu'il y a encore des statistiques qui sont sorties il n'y a pas longtemps qui montrent que ce circuit alternatif d'alimentation reste minime par rapport à la totalité, de la même manière que le commerce équitable reste minime par rapport à l'ensemble du commerce international. Donc pour certaines parties de la population, oui, ça a permis de vraiment remplacer le supermarché traditionnel. Ouais, alors l'idée, c'est d'offrir donc les prix les plus bas possibles. Vous parlez de prix juste. Bon, on n'est pas dans l'art discount. Hein, vous ne faites pas ce genre de négociation avec les producteurs. Et il y a aussi le concept de la marge fixe. Donc vous prenez 20% de marge. Pourquoi cette marge qui s'applique à tous les produits, Geneviève Boxus ? Mais c'est encore une fois une question d'avoir envie de montrer comment ça marche ailleurs, donc de pouvoir dire, en fait, si vous voyez ce produit moins cher à tel endroit, c'est parce qu'ils essayent de vous flouer. Sur celui-là, ils ont baissé leur marge, mais après, ils vous mettent 200% de marge sur un autre produit. Donc, sachez que chez nous, ce sera transparent. Vous savez combien on a payé au fournisseur. Donc, voilà, c'est vraiment ça l'idée. Et l'idée que, par exemple, prendre plus de marge sur certains produits, ça permettrait de diminuer le prix d'autres produits qui sont aussi des produits de première nécessité. On pense à du savon artisanal qui est forcément plus cher. Ça n'est pas entré en ligne de compte à un moment donné ? On se pose encore la question régulièrement, parce que nos prix sont toujours trop élevés pour une partie de la population, de se dire est-ce qu'on augmenterait sur les produits transformés pour baisser sur les fruits et légumes ? Voilà, ça c'est une question qui se pose encore. Mais jusqu'ici, on s'est dit que le mieux c'était le plus transparent, c'est-à-dire la même marge sur tout. Ouais, beaucoup de questions sur les prix chez vous à Wondercoop ou pas ? Oui. Ouais. Oui, en fait c'est un vrai sujet, mais je pense qu'il ne se pose pas uniquement dans nos structures, qu'il se pose de façon générale. Les gens se demandent, quand ils ne maîtrisent pas la chaîne de valeur, pourquoi ces prix-là. Et donc, nous, ce qu'on a identifié dans un premier temps, c'est vraiment cet enjeu de communiquer clairement sur, en effet, donc l'aspect de la marge fixe, mais qu'est-ce qui constitue le prix d'un produit et l'enjeu de la rémunération juste des producteurs et des productrices qui, pour nous, semble très important, tout en n'oubliant pas aussi les enjeux des clients et des clientes qui, parfois, vont souhaiter mettre plus peut-être de budget sur certains produits et peut-être moins sur d'autres produits. Donc, il y a clairement aussi, chacun a un petit peu son petit panier cœur et va être plus prêt à payer un peu plus cher pour certains produits et moins pour d'autres. Donc, on doit un peu s'adapter. Ouais, alors on va voir un petit comparatif de prix, ça va apparaître derrière puisque j'ai pris quelques étiquettes ce week-end. Alors je vois les carottes, c'est 1,12€ le kilo au pédalo. J'ai regardé dans le commerce bio, on est à entre 1,09 et 1,25 dans la grande distribution. Vous êtes souvent moins cher. Les oignons, c'était 1,19, on est à 1,46 à 1,64 dans les grandes surfaces. Vous êtes moins cher. Les échalotes bio, vous étiez à 3,44 le kilo. Dans le commerce, elles sont beaucoup, beaucoup plus chères. On est à 5,40 ou 5,56. Donc, on le voit. C'est valable aussi pour les poireaux. C'est valable pour les pommes de terre grenaille. Vous êtes aussi les moins chers. Donc, c'est intéressant de faire ces courses au pédalo. Et pourtant, on a l'impression que ce n'est pas pour ça que les gens viennent prioritairement. Ouais, évidemment, c'est intéressant un produit strictement équivalable. Si on prend des produits qui ne sont pas bio, on en trouvera toujours moins cher autre part. Donc, pour certaines populations, sans doute qu'on restera toujours un petit peu plus cher ou trop cher. Mais pour nous, c'est aussi quelque chose auquel on est très attentif, sur lequel on essaye de développer en fait, pour chaque produit différentes gammes, pour avoir de l'entrée de gamme et aussi éventuellement une gamme plus chère. Donc on essaye de développer notre offre pour contenter le plus de gens possible. Mais évidemment, vu que nos arguments, les premiers, c'est sur la qualité du produit, sur qu'il soit bio, éthiquable, responsable, raisonnable, avec le moins de déchets possible, évidemment, il y a certains produits sur lesquels on ne saura pas descendre très très bas. Mais on se bat en tout cas pour faire en sorte que ce soit le plus accessible au plus grand nombre et qu'on ne soit pas considéré comme une épicerie de luxe
comme on peut en voir sur quels des produits artisanaux, mais très chers. Ouais. Est-ce que vous pensez qu'à un moment donné, certains peuvent évoquer le concept de concurrence déloyale, Marie Cudon, parce qu'ici, la main-d'œuvre est gratuite. On prend par exemple à la Biscope, vous avez 1300 personnes qui travaillent. 3 heures par mois, ça fait 3900 heures de travail gratuite, si on résume. Est-ce que ça intervient, cet argument-là? Alors on l'entend, hein, on ne va pas le cacher, on l'entend quelquefois et certainement par rapport à la concurrence. Ça fait bouger les lignes aussi, donc c'est sûr par rapport à une épicerie bio, une épicerie sociale, ça fait bouger un certain nombre de lignes. Maintenant, derrière ceci, il y a toute la question de l'économie sociale, du milieu associatif. Hein. Si on pousse l'argument à l'extrême, on peut se dire qu'à ce moment-là, toute contribution volontaire, toute participation à un mouvement coopératif, de la buvette du club de sport à autre chose, serait à ce moment-là, si elle devient une structure importante, aussi une concurrence déloyale. Oui, donc, mais il y a quand même la question, vous la posez, parce que vous dites on ne veut pas s'installer, on ne veut pas que des magasins s'installent dans des endroits où il y a déjà une offre importante à prix bio, dans des petites surfaces commerciales. C'est un argument que vous prenez en compte, apparemment. Oui, mais c'est pas exactement qu'on ne veut pas, c'est qu'on préfère s'installer là où il n'y en a pas, parce que le but, c'est vraiment de rendre accessible l'alimentation de qualité à tous. Donc, s'il y a déjà une offre d'alimentation de qualité, autant aller à un endroit où il n'y en a vraiment pas. Et je voulais dire autre chose, mais j'ai oublié. Oui, par rapport à la concurrence déloyale, vous en avez souvent entendu parler. C'est quelque chose qui revient régulièrement. L'une ou l'autre personne qui parle très fort et qui va relancer ce sujet régulièrement. Nous, simplement, on s'est dit, on est des citoyens, on a envie de changer les choses. Où est-ce qu'on peut changer quelque chose? C'est à ce niveau-là. On ne peut pas changer la façon dont les grandes surfaces vont faire pression sur les producteurs. Nous, on ne va pas faire pression sur les producteurs. Donc, quel est notre levier à nous? Notre levier à nous, c'est de s'impliquer chacun et de donner 3 heures par mois. Oui. En même temps, des tensions sur le prix avec les producteurs, vous devez en avoir parfois, parce qu'il y a quand même une négociation à un moment donné. Alors, je ne l'appellerai pas négociation en tant que telle, c'est juste faire l'état de comment ça se passe. Et donc, typiquement, si on doit prendre l'exemple de la Wondercoop, on a expérimenté notre première saison d'été avec, la venue de beaucoup. On a la chance d'avoir beaucoup de producteurs maraîchers à Anderlecht avec des très, très bons produits. Et donc, en fait, l'enjeu, c'était de pouvoir positionner ces produits à leur juste prix, mais aussi de pouvoir gérer en fait les différents approvisionnements. Donc on avait une grande diversité d'acteurs, parfois avec les mêmes produits. Et donc c'est plus dans comment est-ce qu'on interagit avec les producteurs pour qu'ils puissent s'y retrouver sur les aspects vraiment logistiques, sur les aspects de rémunération aussi. Et nous, comment est-ce qu'on fait pour aussi en magasin gérer la diversité des intervenants, parfois aussi expliquer que certains prix sont potentiellement plus élevés à certains moments de l'année par rapport au fait qu'il y a moins de production à certains moments de l'année par rapport à d'autres moments de l'année. Donc, on fait notre expérience. Et c'est ça l'avantage d'une dynamique participative, c'est qu'on en discute tous ensemble, on se met autour de la table, mais la participation, elle vient des producteurs aussi qui sont volontaires justement de pouvoir faire bouger les lignes et de pouvoir s'associer à ce genre de dynamique-là. Oui, donc on pourrait arriver à un moment donné où un producteur vient avec un produit et vous lui dites, tiens, non, ce produit-là, il est trop cher, je ne vais pas pouvoir le prendre, ça ne fonctionnera pas. Ça risque d'arriver, ça, à un moment donné? Ça pourrait arriver. Pour l'instant, nous, à notre échelle, ce n'est pas encore arrivé. Et moi, je voudrais insister sur le fait qu'en fait, on ne négocie pas les prix avec les producteurs. Nous, et je pense que ici, tous autour de la table, on va voir un producteur qui nous intéresse. On essaye de sélectionner nos producteurs avant de parler de prix. Puis s'il y a un produit qui nous intéresse, on va le trouver. Voilà, on lui explique notre projet, notre philosophie. Si ça l'intéresse, et si ça l'intéresse, il nous remet un prix. Et nous, sur ce prix-là qu'il nous donne, on ne négocie pas, on ajoute 20%. Et ce sera le prix qui sera et il n'y a jamais un moment, Geneviève Boxus, où on dit aux producteurs il faudrait pouvoir produire moins cher, parce que sinon, ça ne va pas être viable pour nous. Donc, ce n'est pas ça qui nous est arrivé. Nous, ça nous est arrivé de vendre des produits trop chers et de pas les vendre. Donc, ça nous est arrivé. Et donc, ce qui se passe, c'est que nous, on a 4-5 maraîchers et on va leur dire, voilà, chez lui, moi, j'ai les carottes moins chères, alors je vais les prendre chez lui. Et c'est probablement frustrant au moment où on dit ça aux producteurs, mais en fait, au final, ce qu'on se rend compte avec... Nous, ça fait 4 ans qu'on a un supermarché qui est ouvert, c'est qu'en fait, nos producteurs, ils nous disent on va se rencontrer, on va décider qui fait les carottes.
Et donc, c'est vraiment une autre dynamique qui se met en place. Ce n'est pas une concurrence entre maraîchers, c'est vraiment une collaboration et de se dire, si toi, tu arrives à faire les carottes moins chères, super, alors fais-toi les carottes. Moi, je ferai les courgettes parce que moi, les courgettes, j'ai acheté une machine pour les faire. Je dis ça pour les courgettes, oui, j'ai aucune idée. Bien, mais... Donc, vraiment, ils se mettent ensemble pour voir quel est le mieux pour tous. Ouais, on parlait de gestion des stocks, vous ouvrez pas 7 jours sur 7, vous ouvrez 4 jours par semaine, vous ouvrez 2 jours par semaine, vous c'est 7 jours sur 7. Pour la gestion des stocks, comment on fait justement pour éviter le gaspillage ? Alors, ça, avec maintenant une année d'ouverture presque derrière nous, on a passé pas mal d'expériences, en effet. Et on a vraiment commencé par commander le strict nécessaire. Parfois avec, du coup, le dimanche, en fin d'après-midi, des gens qui n'étaient pas très contents parce qu'ils retrouvaient quelques oignons et quelques pommes de terre et pas nécessairement les légumes frais auxquels ils s'attendaient. Donc, on est passé par différentes étapes. On est aussi passé par des étapes où on s'est dit, du coup, on va essayer de satisfaire tout le monde et on va commander un peu plus que d'habitude. Et donc là, on s'est retrouvé avec des pertes, ce qui pour nous était vraiment dommageable. On trouve toujours le moyen de les valoriser, de les revaloriser. Oui, j'imagine que les invendus, ils partent vers des associations et ils ne finissent pas à la poubelle. Oui, mais donc en fait, on constate aussi que dans l'aspect logistique, il y a pas mal d'investissements nécessaires et ce sont des choses qui ne sont pas nécessairement possibles dès le début. Ces investissements peuvent être très lourds et donc parfois, on s'aperçoit qu'en termes de progression financière, avoir un petit coup de pouce financier dès le début de l'installation, c'est quand même essentiel pour pouvoir limiter les pertes, notamment de marchandises. Ouais. Alors vous êtes en train de plancher sur l'ouverture d'un 5e magasin. En tout cas, il y a un appel qui est lancé pour lancer un 5e magasin. Ce serait l'idéal, vu la sociologie et la géographie de la région bruxelloise, 5 magasins ? Non, en tout cas, on se rend compte que dans le nord-ouest de Bruxelles, il n'y a encore aucun projet. On a été... Pour tous les autres magasins qui se sont créés, on a été, nous, contactés directement par les porteurs de projets. Et dans ce coin-là, il n'y a encore personne qui l'a fait. Et on s'est dit que voilà, ce serait chouette. Donc on est plus sur Laken, c'est ça, cette partie-là de Bruxelles ? Laken, Molenbeek, voilà, en fonction des lieux qui vont être possibles de trouver, parce qu'il faut quand même trouver un lieu assez grand pour faire un magasin. Ouais, il faut 100 mètres carrés minimum, c'est ça, on va dire ça comme ça. Oui, nous, on pense même qu'il faut aller vers plus pour pouvoir vraiment avoir une grande quantité de produits et pouvoir, comme chez nous, moi je ne fais mes courses qu'à Biscop parce qu'il y a vraiment un supermarché. Et la plupart des gens qui entrent se disent « Ah, mais c'est vraiment un supermarché ». Donc oui, c'est un supermarché. Ouais, il y a la question, ça pose la question de la diversité du public. Quand on voit qu'à Molenbeek ou Laken, il y a peut-être plus de difficultés à trouver des personnes ressources pour ouvrir un magasin. Ça reste un souci, ça, que toute la sociologie bruxelloise, de tous les quartiers, puisse devenir coopérateur à un moment donné dans un magasin comme celui-là ? Ça reste un souci ou un défi, clairement. Alors, un défi, oui. C'est pas spécifique, en fait, au cas bruxellois. Dans la littérature sur les réseaux alternatifs d'alimentation, on voit que c'est compliqué dans ces réseaux alternatifs d'avoir aussi une diversité sociale. Oui, donc on est au cliché bobo, quoi. C'est ça, en fait, où, en caricaturant, bien évidemment, en caricaturant. En tout cas, on n'arrive pas à avoir une diversité totale et c'est sûr que ce sont souvent des publics plus favorisés. Pas que ça, mais en tout cas, malgré tous les efforts, en effet, et la BIS, je pense que ça, il faut quand même le reconnaître aussi, ça, tous les efforts dès le début, d'être vraiment ancrés dans le territoire, c'est compliqué, parce qu'il y a plein de freins. Il y a des freins, un mécanisme d'autosélection aussi. Pourquoi, malgré le fait qu'il y a des prix, c'est peut-être parce qu'on a un certain nombre de signaux, comme on entendait, voilà, si vous comparez les prix, mais par rapport à l'alimentation bio versus du hard discount, où un certain nombre de populations vont quand même avoir en tête le prix du hard discount, et quand on regarde ces prix-là, ça reste en effet un petit peu plus cher. Il y a tout l'imaginaire aussi, qui peut parler à plus d'une population, mais à moins d'une autre. Tout ça fait qu'il y a plein de raisons où ça reste compliqué, malgré un certain nombre d'efforts. C'est pas impossible, ça prend du temps, en fait. Ouais. Alors pour vous, à Wondercoop, c'était vraiment un défi en vous installant en Anderlecht. Vous diriez quoi sur ce plan-là aujourd'hui ? Alors sur ce plan-là, c'est clair qu'aujourd'hui, on préfère parler de cercle. Donc en fait, parmi les 20 personnes qui ont commencé, elles ont fait du bouche à oreille. Et au fur et à mesure, on a vu la croissance vers 100, 200, 300, 360 personnes aujourd'hui. Mais on reste toujours dans des cercles de contacts qui sont relativement proches des personnes initiales et un peu dans les mêmes sphères de personnes déjà convaincues, déjà aussi peut-être sensibilisées à l'enjeu de la consommation et de la consommation autrement. Et donc aujourd'hui, on est en train de mener des actions
de prise de contact avec d'autres personnes. On invite les gens à répondre à des enquêtes pour voir aussi quelles sont leurs volontés, leurs attentes d'un type de magasin supermarché coopératif et participatif. Et donc, on espère, de fait de cet exercice-là, pouvoir toucher par une communication peut-être différente, par une manière de nous positionner, de faire une gamme aussi de produits différentes, de toucher un plus large public. Oui, à la Biscope, quand on a préparé cet entretien, Geneviève, vous m'avez dit qu'il faudra 10 ans pour avoir un public diversifié. Il faudra au moins 10 ans. C'est ce que New York nous a dit, que eux, ça leur avait pris 10 ans. Après, c'est encore une sociologie différente. Donc voilà, nous, en tout cas, on sait que il ne faut pas se dire que c'est raté, non pas du tout, on avance et clairement on a vu la mixité au sein de nos coopérateurs qui se développe. Au début, il y avait, comme tu dis, que des gens du cercle de base, donc il y avait des trentenaires ou bas trentenaires, et puis on a eu les pensionnés qui se sont mis parce qu'il faut quand même avoir du temps, donc c'est les gens sans enfants qui commencent et puis après ça se remplit, etc. On voit que les différents types de revenus arrivent et puis maintenant il faut aussi aller chercher les gens pour qui le fait d'être propriétaire d'un magasin c'est déjà un concept alors qu'ils ne seront jamais propriétaires de leur logement de toute leur vie. Le fait d'être propriétaire d'un magasin ça fait quand même peur. Puis voilà, simplement les premiers qui ont lancé le supermarché. Il y a la mise de départ aussi qu'il faut mettre, c'est entre 25 et 100 euros quand on regarde. Voilà, après, on est en train de mettre en place un système de parts solidaires, donc pour que ce ne soit pas un frein, etc. Mais voilà, il y a plein de petits freins sur lesquels on travaille et je suis convaincue que dans 20 ans, ce sera au top. On termine sur cette note positive. Merci en tout cas d'être venu sur notre plateau pour évoquer vos expériences. Bon vent au pédalo. Hein, donc j'espère que vous allez passer le grand braquet. On vous l'a sans doute déjà fait 100 fois. Mais bon voilà, allez, j'ai pas pu résister. Merci à vous d'être venu sur notre plateau. Autrement, c'est terminé pour ce soir. À bientôt. Portez-vous bien.